Biya c'est tout, Chantal, Ngo est le secret le mieux gardé d'Etoudi. Imaginez un seul instant. Un président que tout le monde dit vieux, fatigué, dépassé, coupé des réalités, manipulé par son entourage, simple décor vivant dans un palais qu'il ne contrôle plus vraiment. Maintenant imaginez que ce même président, dans le silence feutré d'un salon diplomatique, regarde son interlocuteur dans les yeux, et lui dit qu'il sait. Qu'il a toujours su. Que les jeux se jouent devant lui depuis des années, et qu'il laisse faire, délibérément, parce qu'il attend son moment. Et qu'il a même prononcé un mot. Un seul mot. Mais ce mot, au Cameroun, pèse des tonnes. Kondangui. Ce soir, nous allons décortiquer ce qui pourrait être la révélation politique la plus déstabilisante de ces dernières années dans ce pays. Une bombe lâchée par un lanceur d'alerte. Une bombe qui, si elle est vraie, change absolument tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir à Yaoundé. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre, ne ressemble à rien de ce qu'on vous a dit jusqu'ici. Partie 1. Contexte et fait, qui est vraiment aux commandes à Etoudi. Pour comprendre l'ampleur de ce qui vient d'être révélé, il faut d'abord revenir à la base. Il faut poser le décor. Parce que cette histoire ne commence pas avec Boris Berthold. Elle commence bien avant. Depuis plusieurs années maintenant, et ce n'est un secret pour personne dans les milieux diplomatiques, journalistiques et politiques de Yaoundé, un récit s'est imposé comme une évidence. Un récit répété dans les couloirs des ambassades, chuchoté dans les rédactions, analysé dans les rapports confidentiels des chancelleries étrangères. Ce récit, le voici, Paul Biya ne gouverne plus vraiment. Âgé de plus de 90 ans, fatigué par des décennies de pouvoir, souvent absent du territoire, rarement visible en public dans des configurations non protocolaires, le président de la République du Cameroun serait devenu, selon ce narratif dominant, une sorte de figure de légitimité formelle. Un sceau vivant. Un tampon humain. Pendant que d'autres, autour de lui, prendraient les vraies décisions. Et dans ce tableau, deux noms revenaient systématiquement. Le premier, Ferdinand Ngo. Secrétaire général de la présidence depuis 2011. Homme de l'ombre par excellence. Discret, méthodique, redouté. Celui par qui passent les nominations, les arbitrages, les décisions du quotidien. Certains analystes camerounais n'hésitent pas à le qualifier de « Premier ministre de fait », celui qui, depuis le bureau le plus stratégique d'Etoudi, tiendrait les fils de l'administration nationale. Son influence ne se limite pas aux murs du palais. Elle s'étend aux ministères, aux entreprises publiques, aux cercles d'affaires. Des décennies de proximité avec le pouvoir suprême lui ont permis de tisser un réseau tentaculaire, le genre de réseau qui fait que même quand on n'est pas dans la pièce, on y est quand même. Le deuxième nom, Chantal Biya. La première dame. Épouse du chef de l'État, figure humanitaire officielle à travers sa fondation, présence constante dans les événements de représentation. Mais Chantal Biya n'est pas simplement une figure protocolaire. Dans les cercles du pouvoir camerounais, son influence politique réelle est régulièrement évoquée, parfois à voix basse, parfois de manière beaucoup plus explicite. Elle serait, selon plusieurs sources concordantes, une actrice de premier plan dans les équilibres du système. Quelqu'un dont la vie compte. Quelqu'un dont les préférences orientent des décisions. Quelqu'un qui, bien au-delà du rôle que lui assigne le protocole, jouerait un rôle politique substantiel dans la gestion du pays. Voilà le décor. Voilà les personnages. Et voilà le récit qui prévalait jusqu'ici. Un vieux président dépassé. Deux personnages puissants qui gouverneraient en coulisses. Mais ce qui vient d'arriver, c'est que quelqu'un est venu renverser cette table. Brutalement. Frontalement. Et avec des détails qui donnent froid dans le dos. Partie 2. Le conflit, Boris Berthold lâche la bombe. Le nom de Boris Berthold n'est pas inconnu dans l'univers de l'information politique camerounaise. Lanceur d'alerte autoproclamé, figure controversée, adulé par certains, vivement contesté par d'autres, il occupe une place particulière dans le paysage médiatique camerounais. Ces révélations ont déjà, par le passé, créé des remous. Parfois confirmés. Parfois démentis. Toujours discutés. Mais ce qu'il vient de lâcher cette fois-ci, dépasse tout ce qu'il avait dit jusqu'ici. Selon ces informations, et nous insistons sur ce point, selon ces informations, que nous traitons ici comme des allégations sérieuses méritant analyse et non comme des faits établis, le président Paul Biya aurait confié à plusieurs diplomates en poste à Yaoundé qu'il est parfaitement au courant de ce que font Chantal Biya et Ferdinand Ngo dans son dos. Lisez bien cette phrase. Relisez-la.
Ce n'est pas un opposant politique qui dit ça. Ce n'est pas un blogueur en exil. Ce n'est pas une rumeur de marché. C'est, toujours selon Bertolt, le président lui-même. Paul Biya. Celui qu'on nous décrivait comme dépassé, manipulé, aux abonnés absents. Et il y a encore mieux. Ou encore pire, c'est selon. Toujours selon ses révélations, Paul Biya aurait demandé qu'on lui laisse le temps d'envoyer Ngo à Kondangui avant de partir. Arrêtons-nous là une seconde. Parce que cette phrase, si elle est authentique, est d'une densité politique absolument terrifiante. D'abord, il y a la lucidité. Le président sait ce qui se passe. Il est informé. Il n'est pas la marionnette qu'on voulait nous vendre. Ensuite, il y a la temporalité. Il parle de « partir », ce qui implique qu'une transition est envisagée, anticipée, planifiée. Et que cette transition a des conditions. Des conditions nommées. Et enfin, il y a ce mot. Kondangui. Prononcé par le président lui-même. Pas comme une menace abstraite. Pas comme une hypothèse. Mais comme un projet. Une intention. Un engagement. Mais attendez, parce que ce n'est vraiment pas tout. Ce qui rend cette révélation encore plus explosive, c'est le contexte dans lequel ces confidences auraient été faites. Pas dans un salon privé. Pas dans l'oreille d'un fidèle. Mais face à des diplomates. Des représentants étrangers. Des professionnels dont le métier, la raison d'être, c'est précisément d'écouter, de noter, d'analyser et de rapporter. Paul Biya, selon Bertolt, n'a pas murmuré. Il a parlé. Et il a parlé à des gens dont il savait pertinemment qu'ils allaient transmettre. Est-ce un hasard? Dans la politique camerounaise et dans la politique africaine en général, rien ne se dit jamais totalement par hasard à ce niveau de pouvoir. Chaque mot est pesé. Chaque confidence est calibrée. Alors la question qui s'impose naturellement est la suivante, et si c'était intentionnel? Partie 3, révélation et décryptage, le vieux lion feint-il de dormir? Pour décrypter ce qui se joue réellement ici, il faut entrer dans la logique du pouvoir camerounais. Une logique que les Camerounais eux-mêmes ont fini par connaître intimement, à force de la vivre. Le pouvoir à Yaoundé n'est jamais ce qu'il semble être. C'est une scène de théâtre permanente, où les rôles apparents ne correspondent pas toujours au rôle réel. Où celui qui parle le plus fort n'est pas forcément celui qui décide. Où celui qui semble absent est parfois celui qui observe le plus. Paul Biya a survécu à plus de 4 décennies de politique africaine, terrain parmi les plus impitoyables au monde. Il a vu tomber des présidents. Il a traversé des tentatives de coup d'État. Il a géré des crises économiques, des rébellions armées, des pressions internationales. Il est toujours là. Un homme qui a survécu aussi longtemps dans cet environnement n'est pas un homme naïf. Ce n'est pas un homme qu'on manipule sans qu'il s'en aperçoive. Et ce n'est certainement pas un homme qui parle aux diplomates sans savoir exactement ce qu'il fait. Dès lors, les révélations de Boris Bertolt ouvrent au moins 3 lectures possibles. Première lecture, la lucidité stratégique. Paul Biya sait. Il a toujours su. Et il a choisi de laisser faire, non pas par faiblesse, mais par calcul. Dans la culture du pouvoir qu'il a construite et maîtrisée, la disgrâce brutale et immédiate n'est pas la seule arme disponible. Parfois, on laisse quelqu'un s'enfoncer. On le laisse accumuler les erreurs. On le laisse se croire indispensable, intouchable, invincible. Et puis, au moment choisi, on referme le piège. Si cette lecture est juste, Ngo n'est pas seulement dans le viseur du président. Il y est depuis longtemps. Et le fait que Biya en parle maintenant, à des diplomates, pourrait signifier que le moment approche. Deuxième lecture, l'avertissement codé. Dans la politique africaine, et camerounaise en particulier, un message ne s'adresse pas toujours à celui qui est en face de vous. Parfois, vous parlez à un diplomate pour que vos paroles arrivent à destination par un autre chemin. Un chemin que vous contrôlez. Se pourrait-il que Paul Biya ait utilisé ses confidences diplomatiques comme un signal délibéré? Un signal destiné à Ngo lui-même, ou à Chantal Biya, ou aux deux. Un moyen de leur faire savoir sans confrontation directe qu'il est informé, qu'il n'est pas dupe, et que la patience a des limites? Dans ce cas, nous ne serions pas face à un aveu. Nous serions face à une mise en garde habillée en confidence. Troisième lecture, la manipulation de Boris Bertolt lui-même. Il faut aussi envisager cette possibilité, par honnêteté intellectuelle. Boris Bertolt, comme tout lanceur d'alerte opérant dans un environnement politique aussi complexe,
peut être instrumentalisée. Ses sources peuvent être intéressées. L'information qu'il a reçue a peut-être été fabriquée, orientée, ou exagérée, par des acteurs qui ont intérêt à ce que ce récit circule. Qui bénéficie de cette révélation? Qui est affaibli si ces confidences sont crues vraies? À qui profite le crime, comme on dit? Ces questions ne disqualifient pas les révélations de Bertholdt. Mais elles imposent la prudence. Et elles rappellent que dans cette histoire, rien n'est simple. Ce qui est certain, en revanche, et ça, c'est indéniable, c'est que le récit dominant vient d'être sérieusement ébranlé. Et que le Cameroun politique ne pourra plus regarder Paul Biya exactement de la même manière après ces révélations. Mais la partie la plus fascinante reste à venir. Parce que si on remonte le fil, on découvre quelque chose que peu de gens ont osé dire clairement. Ce pays où les lions dorment les yeux ouverts. Ah, le Cameroun. Ce pays magnifique. Ce pays complexe. Ce pays où, depuis plus de 40 ans, un seul homme tient les rênes et où, depuis presque autant d'années, on annonce régulièrement sa fin politique imminente. Et chaque fois, cet homme est encore là. Debout. Ou du moins, présent. Il y a au Cameroun une expression populaire qui dit, dans sa sagesse brutale et imagée, qu'on ne réveille pas le lion qui dort. Mais ce que ces révélations semblent nous dire ce soir, c'est que le lion ne dormait peut-être pas. Il écoutait. Pendant des années, la thèse de la régence occulte a prospéré. On nous a expliqué, avec force détail, avec des sources toujours anonymes mais toujours très sûres, que Paul Biya n'était plus vraiment aux commandes. Que c'était Ngo qui signait les décisions importantes. Que c'était Chantal qui orientait les nominations sensibles. Que le président n'était plus qu'un symbole, une photo accrochée dans les bureaux, une voix lointaine et inoffensive. Et franchement, cette thèse tenait la route. Elle était cohérente avec les absences répétées. Cohérente avec le silence présidentiel sur des crises majeures. Cohérente avec la visibilité croissante de certains proches. Mais voilà le problème avec ce genre de narratif au Cameroun, on oublie toujours que les règles du jeu politique camerounais ont été écrites par celui-là même qu'on dit dépasser. Paul Biya a appris à gouverner sous Ahidjo, l'un des stratèges politiques les plus retors de l'Afrique indépendante. Il a survécu à Ahidjo lui-même, qui a cru pouvoir le manipuler depuis son exil sénégalais. On connaît la suite. L'élève a dépassé le maître. Et l'élève est toujours là. Alors quand on nous dit aujourd'hui que Biya serait lui-même manipulé par son entourage immédiat, la question qui mérite d'être posée, c'est, vraiment? Vous en êtes sûr? Vous avez vérifié? Parce que si ces révélations de Boris Bertholdt sont fondées, même partiellement, alors le Cameroun vient de découvrir quelque chose de fascinant, le président le plus souvent déclaré politiquement mort de l'histoire récente de l'Afrique centrale est peut-être le joueur d'échecs le plus patient de la région. Et Ngo, dans ce scénario? Ngo serait la reine sur l'échiquier. Puissante. Apparemment maîtresse du jeu. Mais ignorante du fait que c'est le roi, le vieux roi discret et patient, qui a planifié les derniers coups. C'est presque du Shakespeare. Sauf que nous ne sommes pas à Stratford-upon-Avon. Nous sommes à Yaoundé. Et ici, quand les pièces tombent, elles ne tombent pas sur une scène de théâtre. Il y a quelque chose de profondément camerounais dans cette situation. Ce mélange de discrétion calculée, de patience culturelle élevée à un art de gouverner, et de cette conviction profonde que le temps finit toujours par donner raison à celui qui sait attendre. Au Cameroun, on a un mot pour ça. On appelle ça « jouer au chat et à la souris », sauf que dans la version camerounaise, le chat porte un costume 3 pièces, sourit lors des cérémonies officielles, et vous laisse croire que c'est vous qui menez la danse. Jusqu'au moment où vous découvrez que vous avez été la souris depuis le début. Mais il y a aussi une dimension plus sombre à analyser, et celle-là, personne ne peut l'ignorer. Si Paul Biya sait, s'il sait vraiment, alors la question qui se pose avec une acuité particulière est celle-ci, pourquoi avoir attendu si longtemps? Les Camerounais ordinaires, eux, n'ont pas eu le luxe d'attendre. Pendant que ces batailles d'ego et de pouvoir se jouaient dans les couloirs feutrés d'Etoudi, dans les salons climatisés des ambassades, dans les stratégies à long terme des uns et des complots à court terme des autres, pendant tout ce temps, la crise anglophone a fait des milliers de morts. Les inégalités ont continué de se creuser. Les jeunes ont continué de partir. Le chômage a continué de mordre. Les routes ont continué de tuer. Et si le président savait, s'il sait vraiment ce qui se passe autour de lui, alors la question de sa responsabilité politique dans la situation du pays ne peut plus être esquivée. Pas par la satire. Pas par l'humour. Pas par les métaphores du lion et de la souris.
Un chef de l'État qui sait que son entourage agit dans son dos et qui choisit de laisser faire par calcul politique, n'est-il pas, d'une certaine manière, complice par inaction de ce qui se passe sous son autorité formelle? C'est la question que la satire permet de poser. Mais c'est une question sérieuse. Une question que les Camerounais, notamment les jeunes, qui n'ont connu que Biya au pouvoir, sont de plus en plus nombreux à vouloir entendre débattre honnêtement. Et puis il y a Chantal Biya. Dans cette histoire, la première dame mérite qu'on s'y attarde. Parce que sa mention dans ses confidences présidentielles est d'une ambiguïté fascinante. Que Paul Biya soit conscient, selon Berthold, de ce que son épouse fait, dans son dos, c'est une affirmation qui ouvre des perspectives vertigineuses. On parle de la vie conjugale d'un chef d'État. On parle des dynamiques internes à une famille qui est aussi, au Cameroun, une institution politique à part entière. La fondation Chantal Biya, l'influence humanitaire, la présence médiatique, les apparitions publiques, tout cela forme un dispositif qui dépasse largement le cadre protocolaire. Et si cette influence déborde sur le terrain politique, comme le laissent entendre certaines sources depuis des années, alors la conscience présidentielle supposée de ce débordement change la nature même du pouvoir à Etoudi. Ce n'est plus seulement une histoire de rival politique à neutraliser. C'est une histoire de pouvoir familial, de loyauté conjugale, d'équilibres intimes qui ont des conséquences publiques sur la gouvernance d'un pays de 30 millions d'habitants. C'est du jamais vu. Ou plutôt, c'est du rarement dit aussi clairement. Conclusion, la question que tout le monde évite. Alors où en sommes-nous? Nous avons, d'un côté, des révélations explosives d'un lanceur d'alerte, Boris Berthold, qui nous dessine le portrait d'un Paul Biya lucide, patient, informé, et décidé à reprendre le contrôle avant de passer la main. De l'autre, nous avons des décennies de gouvernance camerounaise qui nous ont appris que dans ce pays, la vérité politique ressemble rarement à ce qu'elle semble être en surface. Entre les deux, il y a un homme, Ferdinand Ngo, dont le nom vient d'être associé publiquement à une éventuelle incarcération à Kondangui. Une prison qui, dans la mémoire collective camerounaise, est bien plus qu'un lieu de détention. C'est le cimetière des ambitions qui ont dépassé leurs limites. Il y a une femme, Chantal Biya, dont le rôle politique réel reste, malgré ses révélations, enveloppé dans des zones d'ombre épaisse. Et il y a un pays, le Cameroun, dont des millions de citoyens regardent ces jeux de pouvoir avec un mélange de fascination, de lassitude et d'inquiétude. Fascination pour le drame. Lassitude devant la continuité d'un système qui tourne sur lui-même depuis trop longtemps. Et inquiétude face à ce que ces turbulences au sommet signifient concrètement pour leur quotidien. Parce qu'au fond, et c'est peut-être là l'essentiel, la vraie question n'est pas de savoir si Ngo ira à Kondangui. La vraie question n'est pas de savoir si Biya savait ou ne savait pas. La vraie question n'est même pas de savoir qui gouverne vraiment à Etoudi. La vraie question, c'est, pendant que les lions se regardent, qui pense aux agneaux. Pendant que les stratèges d'Etoudi jouent leur dernière partie d'échecs, pendant que les confidences circulent dans les salons diplomatiques, pendant que les noms circulent pour Kondangui, là, dans les villes et les campagnes du Cameroun, des millions de Camerounais ordinaires vivent, survivent, rêvent, et attendent. Ils attendent une gouvernance qui les voit. Ils attendent des institutions qui fonctionnent. Ils attendent une transition politique qui ne soit pas simplement le remplacement d'un clan par un autre. Ces révélations de Boris Berthold sont importantes. Elles méritent d'être analysées, débattues, vérifiées. Mais elles ne doivent pas nous faire oublier l'essentiel, le pouvoir ne vaut que par ce qu'il produit pour ceux qui en ont le moins. Et sur ce terrain-là, le terrain du quotidien camerounais, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Quelle que soit la main qui tient réellement les rênes à Etoudi. Alors voilà notre question pour vous, ce soir. Et nous voulons vraiment savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si Paul Biya sait vraiment tout ce qui se passe autour de lui depuis toutes ces années, est-ce une preuve de génie politique, ou la preuve d'une complicité silencieuse avec un système qui a failli le Cameroun? Répondez. Débattez. Partagez. Parce que cette conversation-là, le Cameroun en a besoin. Si cette analyse vous a apporté quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres décryptages arrivent. Et croyez-nous, ils seront tout aussi explosifs.